Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau live. Pour rappel, ces temps, ils ont vocation à vous présenter des projets qui sont connexes à notre mission, dont les enseignements et dont le fonctionnement viennent particulièrement enrichir nos actions au quotidien. Donc on pense aussi que ça peut vous être utile à vous, à présenter un intérêt. Sur le fonctionnement de ce moment, on va avoir 2 présentations qui vont durer une quarantaine de minutes. Vous pourrez poser toutes vos questions en chat, on les reprendra ensuite et on passera 20 minutes sur un temps de questions-réponses. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Diagoriante, qui est un projet avec lequel on travaille énormément. Il y a beaucoup de complémentarité, vous allez le voir, entre nos sujets. Et puis, ce qui nous rassemble, c'est aussi betagouv.fr que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un programme d'incubation de l'État qui vient accompagner les administrations publiques dans la construction de services numériques qui doivent être utiles et qui doivent être simples. Donc pour ça, on part d'un problème de base qu'on identifie et celui identifié par Diagoriante sera clairement expliqué par la suite. On travaille à investiguer ce sujet, à aller le creuser, à bien le comprendre et on constitue des équipes qui vont venir intervenir dans leur champ d'expertise, que ce soit sur le sujet ou que ce soit dans le champ du numérique, pour construire une première solution qui va ensuite être enrichie au fur et à mesure du temps par les retours utilisateurs et aussi par l'impact de chaque fonctionnalité qu'on mesure précisément. Le but, je vous l'ai dit, c'est de construire des services qui soient utiles. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Pascal Chaumette, le directeur de Diagoriante, et Lorraine Houtin, qui est chercheuse en sciences comportementales, ce qui va nous permettre d'avoir une présentation en 2 temps. Une autour de Diagoriante, d'où est né ce projet, à quoi est-ce qu'il sert, comment est-ce qu'il fonctionne, et puis une autour de la recherche qui a lieu autour de Diagoriante, comment les sciences sont mobilisées pour accompagner ce produit et ce qui permet aussi d'avoir une grande qualité derrière dans la solution. Donc immédiatement, je passe la parole à Pascal Chaumette, le directeur de Diagoriante. Merci d'être avec nous. Merci Juliane, on est ravis avec Lorraine d'être présent pour ce webinaire et merci pour l'invitation. Jérémy, tu peux lancer la présentation. J'ai choisi de vous faire une présentation qui couvre 3 dimensions, une dimension micro, direct en lien avec l'usager, méso, donc plutôt une dimension liée à l'organisation, aux têtes de réseau, et puis macro, tout en essayant de montrer concrètement quand même ce qu'on propose comme service. Et en préambule sur le sujet qui nous intéresse, juste poser un point de contexte que vous connaissez et rappeler que nous sommes dans une société imprévisible qui fournit de moins en moins de repères stables aux personnes. On a de moins en moins de repères soutenants, d'environnements soutenants. D'ailleurs, certains chercheurs parlent de société liquide et même de société du malaise. Et une société qui connaît des évolutions extrêmement rapides, parfois très fortes, influencées par 3 transitions qui s'opèrent de manière concomitante. Une transition numérique, une transition écologique et une transition générationnelle, et ça de manière donc très intense. Et la particularité de ces transitions, c'est qu'elles sont là. Hein, on le voit tous les jours, elles ne sont pas palpables, visibles. Ce ne sont pas des transitions en douceur et ce ne sont pas non plus des projections. Et elles ont un poids considérable dans les processus de construction, de choix des personnes quand elles sont amenées à décider pour leur orientation des chemins d'avenir, alors ceci conscient ou inconscient. Et on peut ajouter à cela une succession de réformes politiques qui renvoient aux personnes à des formes d'injonction fortes, c'est-à-dire que les gens doivent aujourd'hui piloter des parcours, gérer des carrières nomades, en définissant en permanence des stratégies pour maintenir son employabilité. Donc on a un peu comme ça tous dans sa barque, dans un océan d'informations, de dispositifs, d'institutions, de référentiels de compétences, toujours à la merci de la prochaine vague. Et pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, le sujet est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des questions de confiance en soi, liées à la projection. Il y a des croyances limitantes, des gens qui ont des représentations sociales, métiers parfois indéracinables, qui s'interdisent d'aller vers tel ou tel chemin. Et ces personnes fragilisées, elles sont éloignées de l'emploi. C'est aussi des jeunes qui sont ni en éducation, ni au travail, ni scolarisés. Mais c'est également des travailleurs, des actifs salariés. Vous savez que la Fondation Travailler Autrement a identifié plus de 13 millions de travailleurs invisibles. C'est ceux qu'on applaudissait pendant le Covid. Et ces personnes ont des parcours bloqués, pas d'évolution professionnelle, des orientations ou des reconversions subies, mais surtout, elles n'ont pas forcément accès à du service en orientation, à du conseil en orientation. Donc voilà, donc l'enjeu, en fait, pour nous, pour Diagoriante, notre raison d'être, c'est de proposer un service qui permet d'équiper ces personnes pour affronter cette instabilité constante,
et pour accompagner ces passages, ces transitions de parcours en parcours qui se concrétisent d'ailleurs par une multitude de transactions sociales, hein, et ceci tout au long de la vie. Et je dirais que de plus en plus jeune, un des objets de l'orientation, c'est de plutôt savoir à conduire ces parcours, gérer des parcours, des chemins qui vont bifurquer, plutôt que de trouver un métier. Et ceci dès le collège, et là où s'opère d'ailleurs la première transition pour les jeunes, et aussi sa première transaction avec ses parents. Alors, d'où on vient mérite une toute petite minute pour comprendre d'où on parle aujourd'hui en tant que service public. Ce schéma, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très, très bien, mais il retrace 10 ans de R&D autour de la valorisation des compétences et des expériences, avec d'ailleurs des modèles d'accompagnement à la fabrication de politiques publiques très intéressants. Je veux parler là du Fonds d'expérimentation de la jeunesse ou des programmes européens de transfert d'innovation. Donc toutes ces étapes-là constituent pour nous en fait des étapes où on a on a travaillé beaucoup avec le terrain, on a itéré, on a fait des produits technologiques, il y a eu de la recherche fondamentale, des partenariats stratégiques européens qui nous permettent d'avancer, de cheminer. Et c'est dans ces expérimentations, en fait, jusqu'à nos premiers pas en tant que start-up d'État dans le cadre du programme beta.gouv, qu'on a stabilisé une ingénierie pédagogique qui permet de faire prendre conscience aux personnes qu'elles sont détentrices de ressources, de compétences déjà là, hein, et parfois invisibilisées par les savoirs, etc., les diplômes, etc. Donc avec une démarche qui est instrumentée par du numérique, avec l'idée de s'ouvrir des parcours, des perspectives élargies. Et le modèle, il s'est appuyé au départ sur un référentiel de compétences transversales, donc dans le cadre des travaux pilotés par Marie-Laure Ferrari, et qui propose une démarche d'identification très originale de ces compétences transversales, graduées et objectivées en lien avec le cadre européen des certifications. Et donc notre approche compétences s'est construite comme ça, chemin faisant, en donnant aux personnes alors, des clés de lecture dans le cadre d'expérimentation. Et on a constaté que ça développait chez ces personnes des postures actorielles, qu'elles pouvaient s'appuyer sur des processus réflexifs, et que tout ça développait en fait des perspectives chez ces personnes. Voilà, autant d'éléments pour pousser à des comportements agentiques, à l'agentivité. Et là, vous reconnaissez aussi notre base théorique qui est liée donc, à la théorie sociale cognitive de Bandura, donc appliquée à l'orientation. Donc tous ces modèles, merci Jérémy, tous ces modèles, en fait, ce modèle pédagogique, je veux dire, qui part des expériences des individus dans une démarche inductive pour donner de la valeur à ce qui s'est passé dans son passé, pour mieux se projeter dans son avenir, eh bien, on le déploie aujourd'hui dans différents cadres, avec différents publics, avec une ingénierie donc évidemment adaptée. Et ces différentes cibles, ces différents publics ont des mêmes besoins, que ce soit des jeunes en SECPA, des agents publics ou des sportifs de haut niveau. C'est au moment où on regarde dans le rétro eh bien qu'on a besoin d'avoir les codes pour analyser ce qui s'est passé, pour mieux se projeter. Vous savez que sur une enquête utilisateur sur 60 000 parcours de Diagoriante, 80% des personnes interrogées n'avaient pas conscience qu'elles pouvaient mettre en avant des compétences, et souvent parce qu'elles ne savaient pas comment le faire ou qu'elles ne s'autorisaient pas à le faire. Donc là, vous voyez, il y a deux choses. Il y a une dimension culturelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas, et personnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, en France, on n'a pas la culture de l'autopositionnement ou de l'auto-évaluation. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école, forcément. Et il y a aussi des histoires de confiance en soi pour savoir s'auto-évaluer. Et puis, il y a une autre chose, c'est la question de la méthode. C'est-à-dire que si, et c'est là où réside l'enjeu éducatif de Diagoriante, c'est-à-dire que si on ne délivre pas une grammaire pour décoder ses expériences en termes de compétences, on ne sera jamais dans des discours incarnés. Donc nous, en fait, cette méthode, on la délivre d'abord là où elle a le plus de valeur et de capacité d'ancrage, c'est-à-dire dans les structures, à un niveau méso, c'est-à-dire dans les organisations, les têtes de réseau, parce qu'elle vient compléter aussi des finalités qui préexistent, qui existent et similaires à la nôtre. Donc on accompagne les transformations internes. Vous voyez, il ne s'agit pas là de plaquer un produit ou être sur des effets de catalogue, mais vraiment de faire en sorte que les staffs pédagogiques s'acculturent à cette démarche qui vient outiller les personnes dans une posture actorielle. Et concrètement, on forme, on accompagne. C'est un long processus, mais on a des bons résultats, puisque sur une dernière enquête de plus de 400 personnes, 87% des professionnels déclarent que le dispositif a amélioré leur pratique en profondeur, notamment sur l'approche inductive, de revisiter son expérience, mais également sur des processus réflexifs. Tu peux passer, Jérémy. Là, je voudrais descendre à un niveau mécro pour que vous puissiez bien vous rendre compte, en fait, et illustrer un usage pédagogique qui est bien stabilisé chez nous. Vous voyez au centre, en fait, la personne, le jeune, a décomposé une expérience d'immersion en activités et il les a reliées à des compétences graduées.
Donc là, elles sont graduées jusqu'au niveau 4. Par exemple, le niveau 4, c'est un niveau où on supervise quelque chose, un groupe, etc. S'il était dans une situation de parler d'une expérience de sport, s'il est souvent le capitaine de son équipe, par exemple, et que c'est récurrent, il pourrait se mettre à un niveau 4. Là, en fait, il explore une situation où il était sous supervision, dans le cadre d'une prépa apprentissage, en immersion. Donc, il se met à niveau 3. Et quand on a réussi à faire ça, on a déjà gagné en fait en métacognition. C'est-à-dire qu'en fait, on a permis à la personne de réinvestiguer son expérience pour l'analyser en termes d'activité et faire du lien avec des compétences. Et pour ça, pour arriver à ça, donc il y a tout un entraînement avant, par le jeu vidéo, une acculturation au mot de la compétence avec un jeu de cartes. Vous voyez, il y a des exercices de simulation, etc. Pour pour faire prendre conscience aux personnes, en fait, que les situations sont souvent des situations apprenantes et que, en fait, on utilise des compétences de manière implicite et que pour les rendre explicites à sa conscience, on a besoin d'être en surplomb de ces expériences, pouvoir les analyser en termes d'activité et faire du lien avec une grille de lecture qu'on propose. Donc, ça peut être le référentiel RETEC en l'occurrence, pour pouvoir en fait lire son expérience en termes de compétences, ceci de manière objectivée. Voilà, donc voilà comment par exemple on outille la réflexivité et on permet également de tracer tout ça dans une carte de compétences avec un système de traces, donc avec des badges par exemple. Et là, ce n'est pas des open badges, hein. Mais là, la reconnaissance, elle est intéressante parce qu'elle vient par un tiers de confiance, de manière très horizontale. Donc là, en l'occurrence, c'est le tuteur ou la tutrice en entreprise qui vient valider l'expérience. Et vous voyez, en fait, tout ce processus sur une année scolaire, par exemple, avec des jeunes en SECPA sur des modes collectifs, des séquences très courtes, contribue à agir ou à construire progressivement une autre image de soi. C'est-à-dire que les jeunes se voient autrement que uniquement derrière un bulletin scolaire. Et ils peuvent valoriser des expériences extra-professionnelles ou la pièce de théâtre qu'on a fait avec l'enseignant, et cetera. Donc on revisite aussi le lien qu'on a avec l'apprentissage et aussi avec l'établissement scolaire. Donc je disais que plus on multiplie ces séquences et plus aussi également on tisse du lien avec les entreprises et on fabrique en fait une meilleure vision, une meilleure perspective en fait, de l'apprentissage et pour aider justement à se projeter dans des situations d'apprentissage. Puisqu'en fait, si à chaque fois qu'on revient d'une immersion ou d'un stage, on fait ce travail d'investir l'expérience pour voir les activités et la relier à des compétences transversales, bah, ça permet de valoriser en fait toutes ces situations. Et d'ailleurs, on a quelque chose d'assez formidable qui sort prochainement avec la version scolaire de Diagoriante, où on va se relier à mon stage de troisième, où on va pouvoir pousser des stages en collectif et individuel. Donc les compétences, alors on a vu là en fait un état de produit des compétences, mais les compétences aussi peuvent être aussi des choses à atteindre. Et là, si on parle des expériences de la carte de compétences pour des publics qui ont peu d'expérience professionnelle, par exemple, on peut partir des expériences personnelles, de passions personnelles, et on peut reconnaître des niveaux de compétences partielles qui sont liées à des passions. Ça peut être des jeunes qui sont forts en mécanique, qui savent réparer un scooter ou une automobile, etc. Donc, on peut le reconnaître avec le référentiel RECTEC et les niveaux du CEC, et ben, des formes d'autonomie, de responsabilité par rapport à des situations de travail, et mettre ça en perspective de prérequis de certification, de titres, et articuler justement à des attendus en prérequis. Donc là, on voit par exemple un CAP ou un CQP, donc ça peut être plein d'autres perspectives, mais l'idée est de cheminer avec les personnes pour voir comment elles peuvent construire justement des perspectives réelles à partir de ses propres expériences et compétences. Et fabriquer également de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire que passer par des immersions ou par des visites de terrain pour pouvoir construire du possible et s'orienter vers ces titres-là est tout à fait intéressant pour faire en sorte que la personne soit déjà actrice de ce chemin et permettre d'élever le niveau de paternité d'une décision d'orientation. Vous voyez, l'orientation, c'est également, si on prend par exemple cette personne, ce jeune, c'est une histoire réelle en plus, en complément de ce qui est, l'accompagnement, il y a aussi apporter des données en fait, à mettre à disposition au niveau informationnel, technique, de géolocalisation, des stats. Et d'ailleurs grâce à la mission d'apprentissage, on a, vous voyez sur une même carte, eh bien, la possibilité de trouver une formation avec, géolocalisée à côté de chez soi, avec des CFA, des entreprises qui potentiellement peuvent accueillir. Et on peut pousser d'autres données, par exemple de Inserjeune, qui nous donne des statistiques de sortie
post-formation, et on a également des fiches métiers qui permettent d'expliquer de manière assez courte, parce qu'on sait que par exemple les jeunes en l'occurrence lisent peu devant l'écran, et on peut contacter grâce à Explore Job une personne du métier pour pouvoir avoir un éclairage. Voilà, je viens de vous présenter un usage plutôt long, vous voyez, avec des formats collectifs en présentiel, avec des publics parfois spécifiques, et aussi tiré sur un objectif de s'acculturer au monde de l'entreprise pour faciliter les choix d'apprentissage. Là, je vais évoquer des usages en autonomie sur la version tout public de Diagoriante, et des usages donc hybridés en lien avec cette version. Ce qui ressort des enquêtes de terrain, c'est un accès plus rapide à des opportunités. Donc là, ça peut être un sujet de controverse, et je voudrais en fait illustrer 3 points. D'abord, dans le cadre d'accompagnement de personnes, dans le cadre je sais pas, du CEP, chez Pôle emploi ou en mission locale, le professionnel de l'accompagnement peut tout à fait demander d'aller en fait sur une fonctionnalité. Et là, le professionnel en fait va déléguer une partie de sa tâche à un média pour se consacrer, lui, à faciliter, vous voyez, ce qui doit exister uniquement dans des situations intersubjectives. Par exemple, la construction de scénarios d'orientation. Et là, on peut demander à faire le point sur ces expériences par la fonctionnalité de CV compétences. Et nous, on a mis le paquet pour avoir une guidance très élevée. Donc, ça, c'est pas Canva où on va faire un CV en couleur, hein. Il y a vraiment en fait de l'investigation, mettre du lien entre des compétences et des expériences, à la maille des activités. On a des milliers d'éléments de langage. Vous rentrez un mot d'une expérience professionnelle, en fait, on sort le métier, l'appellation métier avec le ROM 4.0, et on sort en fait les compétences qui vont avec liées déjà aux activités. Et c'est à la personne en fait de regarder, de voir ce qu'elle veut mettre en avant dans, dans son CV, et voir en fait quels sont les éléments signifiants en fait à valoriser dans le cadre de la construction d'un CV, ou bien simplement dans l'exercice d'analyse de ces expériences. Et vous voyez que pour les typologies d'expérience, on a plein de choses. Ça va du service civique au sport amateur, ou de la vie quotidienne. Et prochainement, on va ajouter d'ailleurs d'autres éléments liés à la parentalité. Donc, c'est beaucoup demandé. Et puis, tout ce qui est lié aux proches aidants. Là, le gain, en fait, chez les professionnels, il est établi, donc c'est 2 à 4 heures selon nos enquêtes, et on a un taux de conversion en fait pour les usagers qui est extrêmement élevé, c'est quasiment du 50%. Notre indicateur, c'est le téléchargement du CV. Le deuxième point qu'on a constaté avec ces formats comme ça en autonomie, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'entrer dans un tunnel d'accompagnement tel que conçu par les professionnels qui prescrivent parfois des chemins assez linéaires d'accompagnement avant de s'engager dans un choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des choix tout à fait irrationnels et qui passent par des chemins directs de tester, d'être dans un test de métier, ou qui ont un niveau, je dirais, de maturation vocationnelle élevé, et ils ont besoin de trouver l'offre qui peut être l'élément déclencheur. Et on le voit, nous, ils font un compte et ils vont directement en fait sur la brique opportunité. Et nous, notre enjeu, c'est d'essayer de soutenir ces processus autonomes. Là, tout récemment, plus de 2000 personnes, à partir de leur smartphone, vont sur la fonction immersion pour tester, immersion facile, pour tester un métier à côté de chez eux. Donc, vous voyez, ça, Jérémy, je sais pas si tu peux passer. Non, tu as été vraiment trop loin là. Oui, je voudrais montrer en fait la fonctionnalité immersion facile, parce que c'est vraiment extraordinaire comme opportunité de pouvoir en fait, tester un métier avec des parcours inclusifs qui sont réels. Si vous voulez par exemple tester aujourd'hui, par exemple, dans le champ dans le domaine de la joaillerie, dans le Poitou-Charentes, eh bien on a 4 entreprises qui proposent des parcours inclusifs pour se tester dans un métier. Et le métier et la proposition tout en bas blanche, c'est une proposition potentielle. Donc là, il y a par exemple 8 opportunités. Le troisième point que je voudrais illustrer, tu peux rester sur cette slide, c'est qu'on n'a pas non plus forcément besoin de résoudre tous les problèmes d'une personne avant qu'elle soit en situation de travail. Et parfois même, il faut voir la situation en contexte professionnel comme un effet de levier qui peut agir en fait sur des aspects sociaux. J'écoutais l'autre fois André Chauvet qui parlait de Duclos, qui disait que plus on met les gens dans des situations de travail tôt, plus l'insertion pro est élevée. Donc, dans notre cas, en fait, justement, le bloc opportunité, qui est un véritable hub qui est branché à d'autres API dans le cadre de communs numériques avec des startups d'État, c'est une véritable caverne d'Alibaba d'opportunités pour pouvoir explorer des immersions, des formations ou même de l'emploi.
Donc vous voyez, en fait, pour conclure sur cette slide, notre sujet, ce n'est pas d'accélérer les phases transitionnelles, hein. C'est ça qui peut être, en fait, qui peut prêter à controverse. Mais c'est plutôt une conséquence, en fait, on voit l'accélération d'accès à des opportunités. Mais c'est plutôt pour nous de faciliter des itérations avec des personnes, car l'accompagnement, et nous en sommes absolument convaincus, n'est pas protocolable. Je dirais qu'une personne égale un accompagnement. Et le modèle de diagramme tel qu'il est conçu aujourd'hui peut faciliter cette approche d'accompagnement agile. Mais demain, en 2023, on aura un portail de l'accompagnement qui permettra justement de concevoir des architectures à la carte pour permettre ces accompagnements agiles. Vous voyez, nous avons vu à l'échelle micro comment on travaille avec les usagers pour les aider à être dans des processus réflexifs et valoriser leurs expériences pour pouvoir construire des perspectives élargies, et comment on outille aussi les transformations internes à l'échelle méso, des organisations, des réseaux, etc. C'est l'agence du service civique, c'est les EPID. Et pour compléter ces deux niveaux, qui représentent en fait l'axe accompagnement de Diagorient, je vais aborder rapidement tout ce qui relève de l'échelle macro, qui constitue en fait la deuxième jambe de Diagorient, si on veut parler de Diagorient comme un squelette. Donc à savoir tout ce qui est lié à Diagorient Analytics, surtout de la compétence et des parcours. D'abord, vous dire que en fait, on a un véritable trésor, c'est-à-dire que toutes nos données de référence sont déjà constituées à la maille des compétences. On a des milliers d'activités qui sont reliées à des expériences qui elles-mêmes sont reliées à des compétences. Donc tout ça est déjà relié et aligné avec le ROM 4.0, qui ce projet titanesque produit, piloté par Catherine Beauvois, donc avec une matrice dynamique. Et on est également connecté à des services via des API avec des startups d'État avec lesquelles on interagit, mais également sur les données de RCO, de France Compétences, Certifinfo, etc. Et l'enjeu pour nous, en fait, c'est d'organiser toute cette data sous la forme d'une ontologie des compétences, c'est-à-dire que c'est structurer un ensemble, une architecture qui permet de donner du sens à l'information. Donc, et un des challenges, par exemple, c'est de faire se parler dans le cadre de cette ontologie, des systèmes qui sont hermétiques les uns les autres. Par exemple, un des irritants qu'on adresse, c'est de la faible compatibilité interréférentielle. Donc l'enjeu, c'est de faire de la compétence le langage pivot, hein, un véritable enjeu. Et si on veut s'en servir pour aider au pilotage des politiques publiques de la formation professionnelle, par exemple, ou aider à affiner les aires de mobilité, la VAE, la GEPP des TPE et PME, etc., il est nécessaire de la capter massivement, et ceci de manière continue. Donc c'est ce qu'on fait, et pour cela, on établit, on a différents canaux, donc les canaux déjà existants que je viens d'évoquer, qu'on consomme, mais on peut, grâce à des nouveaux services que nous créons, en fait, enrichir toute cette base et alimenter un cercle vertueux sous la forme d'un service public. Donc deux niveaux, par exemple, à l'échelle des usagers. On sort tout prochainement une application grand public, assez exceptionnelle, qui va permettre d'affiner des aires de mobilité avec des filtres qui sont liés à la récence des expériences, à la centralité de la compétence, à l'autonomie, etc. Et à l'échelle des entreprises, où on expérimente actuellement des pilotes qui permettent en fait des processus de collecte de data. Donc vous voyez, sur ces deux échelles, usagers, entreprises par exemple, la compétence en fait est vraiment le meilleur capteur pour apporter des signaux et non seulement connaître l'évolution du travail, mais également connaître l'obsolescence des compétences. Bon voilà, j'essaie de vous montrer rapidement comment l'équipe Diagorient agit sur 3 niveaux, et bien sûr, en lien avec un écosystème avec qui nous partageons une même vision. Donc là, vous avez en fait les acteurs avec lesquels nous travaillons beaucoup. Et pour finir, Jérémy, tu peux passer. Je rappelle que Diagorient est financé par le ministère du Travail. Je remercie, je salue les équipes de la DGEFP pour leur soutien, mais également l'équipe du Haut Commissariat aux compétences, et en particulier Karine Seller, qui nous a donné confiance depuis 2018. Mais je veux finir surtout par vous dire que le dispositif est là, avec une équipe accessible, il est gratuit, actionnable et rapidement complémentaire à vos services. Voilà. Merci de votre écoute.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Juliane, merci à la mission apprentissage de nous offrir l'opportunité de présenter nos travaux. Donc moi, je m'appelle Lorraine Houtin, je suis chercheuse en sciences comportementales et je dirige un cabinet qui s'appelle Ad-Hoc Lab, dans lequel notre travail, c'est de mobiliser la recherche en sciences comportementales pour répondre à des problématiques de terrain, notamment dans le champ RH et dans le champ de l'insertion professionnelle. J'ai la chance de contribuer à l'aventure Diagoriante parce que je dirige l'équipe R&D qui réalise tout le travail qui peut être parfois un peu invisible, mais qui est hyper important et qui permet d'orienter les directions parfois que peut prendre Diagoriante au quotidien. Donc évidemment, moi je vais vous parler, là vous l'avez compris, de recherche, de R&D et de recherche-action, et très peu de recherche dite fondamentale, parce que l'idée pour nous au quotidien avec Diagoriante, c'est de découvrir sur le terrain, au plus près de la réalité. Donc, on va expérimenter des méthodes, des théories issues de la recherche, mais directement dans les contextes d'intérêt pour, au final, apporter une réponse opérationnelle aux enjeux, premièrement, des transitions sociétales, donc par exemple de la transition numérique, de la transition écologique, par exemple, et aux enjeux d'individuation des systèmes d'accompagnement vers l'emploi. Évidemment, cette réponse opérationnelle dont je vous parle, elle se fait toujours via l'approche compétence. C'est notre sujet aujourd'hui, c'est également le sujet de réflexion majeur au sein de Diagoriante, même si on ne travaille pas que là-dessus. Puis je vous présenterai rapidement d'autres petits sujets. Concrètement, au quotidien, on a 4 objectifs opérationnels. Jérémy, je veux bien que tu tournes, s'il te plaît. Merci. Le premier, c'est d'évaluer les solutions que Diagoriante propose pour faire face aux irritants de l'insertion et de l'orientation professionnelle. Donc là, pour nous, il s'agit vraiment d'aborder avec une casquette scientifique, la méthode de développement de services qui est chère à Betagouv, dont Juliane vous parlait tout à l'heure, celle du développement par l'impact. Donc nous, on va quantifier l'efficacité des services, en l'occurrence de Diagoriante, pour identifier le plus précisément possible des leviers d'amélioration. Notre deuxième objectif, c'est de développer des modèles de connaissances qui soient adaptés aux opportunités et aux enjeux des transitions sociétales que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en d'autres termes, ce qu'on veut, c'est contribuer à actualiser la connaissance scientifique sur l'insertion en s'appuyant sur les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies et en profitant bien sûr de l'opportunité terrain que nous offre un déploiement de la solution Diagoriante au niveau national. Notre troisième objectif, c'est d'améliorer les outils, améliorer les algorithmes de Diagoriante et pilotés par la donnée. Donc là, on est vraiment dans la même lignée que dans le pilotage par l'impact que j'évoquais dans le premier objectif, mais avec un versant plus produit, parce qu'il va s'agir pour nous de recueillir les bonnes données pour pouvoir les utiliser au mieux pour améliorer les services de Diagoriante au fil de l'eau et puis bien entendu pour faire remonter à la puissance publique des conclusions qui soient actionnables. Et enfin, notre objectif, c'est aussi de se saisir des outils et des méthodes qui sont utilisés dans la recherche, qu'elles soient fondamentales ou appliquées, ce que je pourrais appeler en fait les bonnes pratiques, pour mobiliser des procédures qui soient les plus irréprochables possibles et les connaissances les plus à jour possibles dans le développement des nouvelles briques de Diagoriante. Concrètement, pour atteindre ces objectifs-là, l'équipe a déjà travaillé sur plusieurs chantiers pluridisciplinaires. Là, je vais vous en présenter quelques-uns qu'on a sélectionnés. Donc, je vais vous présenter des études qui permettent de vérifier l'adéquation de Diagoriante à certains publics spécifiques ou la pertinence de la prescription de Diagoriante pour certains publics. Des études pour contribuer à la compréhension des besoins des publics à fort besoin d'accompagnement. Et je vais également vous présenter des projets de R&D qui visent à enrichir les référentiels métiers et les référentiels de compétences qui sont ensuite intégrés dans Diagoriante. On commence avec Diagoriante scolaire. On a choisi vraiment d'illustrer la question des études pour vérifier l'adéquation de certains publics avec Diagoriante scolaire et Diagoriante tout public. Dans Diagoriante scolaire, notre objectif, c'était vraiment d'évaluer la mesure dans laquelle un outil numérique tel que Diagoriante, donc qui permet d'identifier, de repérer des compétences sur la base des expériences personnelles et professionnelles passées, pouvait s'avérer vraiment pertinent pour accompagner l'orientation scolaire et professionnelle de collégiens et de lycéens, et notamment ceux qui sont dans des filières spécialisées, comme par exemple SECPA ou ULIS. Donc, on a lancé une circulaire d'expérimentation en collaboration avec l'INETOP du CNAM, qu'on remercie vraiment beaucoup pour tout le travail qu'ils ont accompli avec nous,
Plus de 80 personnels de l'éducation nationale, donc psy-EN et enseignants, ont mobilisé Diagoriante avec des élèves de collège et de lycée, soit en collectif, soit en individuel, mais en grande majorité en collectif de ce qu'on a pu observer. Et puis parmi eux, parmi ces personnels scolaires, il y en a une poignée, une vingtaine, qui ont participé à des entretiens avec nous. Entretiens dans lesquels, en gros, elles, parce que c'était uniquement des femmes, étaient questionnées sur leur expérience de Diagoriante, comment est-ce qu'elles l'avaient mobilisée, qu'est-ce qui avait été bien ou non, qu'est-ce qu'elles changeraient, qu'est-ce qu'elles referaient. Également, l'adéquation de Diagoriante au public ciblé, donc au milieu scolaire, la réception de l'outil et de la démarche Diagoriante par les jeunes, la pertinence pour les jeunes et puis la pertinence aussi pour leur métier à elles, l'impact que Diagoriante pouvait avoir sur leur métier, soit de l'enseignement, soit de l'orientation. Cette étude, elle nous a permis vraiment de vérifier effectivement si Diagoriante pouvait être adapté pour ce public des jeunes et encore à plus forte raison pour les jeunes qui ont besoin d'être plus accompagnés sur la thématique de l'orientation, comme par exemple les jeunes en SECPA ou en ULIS. Et c'est effectivement ce qu'a montré l'étude, ce qui était plutôt positif, et ça nous a permis de sortir un Diagoriante scolaire avec des briques spécifiquement adaptées aux jeunes à fort besoin de valorisation. Donc sur la base de cette étude, évidemment, on a rédigé un article qui a été soumis à une revue et on attend les retours du comité de lecture. Dans la même veine, on a réalisé une étude qu'on a appelée Diagoriante tout public, qui en fait porte spécifiquement sur les personnes éloignées de l'emploi. L'idée, c'était vraiment de vérifier que Diagoriante pouvait être utile pour des adultes éloignés de l'emploi. Et donc, on a mené une série d'entretiens avec, il me semble, 117 personnes éloignées de l'emploi en moyenne d'environ 5 ans, avec un écart type évidemment assez large, donc avec une variabilité interindividuelle forte en termes d'éloignement de l'emploi. Et en fait, on a fait passer Diagoriante à ces personnes-là, et ensuite on les a questionnés sur leurs besoins en matière d'orientation, de réorientation, sur leurs difficultés, sur leur vision de l'insertion professionnelle, ainsi que sur leur expérience dans la passation de Diagoriante, sur ce qu'elles avaient trouvé bien, sur les différentes étapes de Diagoriante et à quel point chacune des étapes pouvait s'avérer utile pour elles ou non, etc., etc. Cette étude-là, elle nous a permis premièrement, de tirer des conclusions sur les besoins concrets des personnes éloignées de l'emploi. Donc, elles nous ont permis d'en apprendre plus sur ce qu'il fallait vraiment actionner avec elles, ce qu'il fallait vraiment mettre en avant. Par exemple, le repérage des compétences, qui parfois peut être un sujet un peu délicat, puisque c'est des personnes qui, souvent, comme elles n'ont pas travaillé longtemps, elles ont l'impression de ne rien avoir à valoriser. Le fait aussi de proposer une démarche globalisante, c'est-à-dire de bout en bout, de commencer vraiment avec la complétion des expériences pour arriver à la possibilité de postuler au bout du parcours, quoi. Et également le fait évidemment que Diagoriante soit valorisant, mette en avant les points forts des personnes. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu identifier comme étant des besoins que Diagoriante permettait de combler en fait. Et c'est quelque chose qu'on a, des résultats qu'on a publiés, on a tiré d'autres conclusions évidemment, mais qui ont été publiés dans l'orientation scolaire et professionnelle du CNAM, donc avec un article qu'on a adapté et qu'on a appelé « Adapter les procédures d'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi ». Et puis par ailleurs, ça nous a permis bien sûr de développer une version de Diagoriante qui s'appelle Diagoriante tout public et qui répond parfaitement donc aux besoins de ce public-là, tout comme on avait développé une version Diagoriante scolaire pour les jeunes de collège et de lycée, et notamment les jeunes de SECPA et du lycée. Maintenant, je vais vous présenter une autre étude qui est un peu différente. L'idée, là, c'était moins de vérifier l'adéquation de Diagoriante à un public, mais plus de savoir comment créer un process d'orientation sur mesure pour un public qui vit une transition, en fait, en termes d'orientation particulièrement tôt. Donc, c'est vraiment les sportifs de haut niveau, là, auxquels on s'est intéressé. L'idée, c'est que très souvent, vu qu'ils ont été tenus assez éloignés du milieu professionnel classique, les sportifs de haut niveau, ils vivent la reconversion comme un moment difficile et vraiment peu agréable. Et du coup, ils ont tendance à aller vers des métiers plutôt qui touchent à des compétences périphériques de leur activité, parce qu'ils perçoivent pas que dans leur activité sportive, au cœur de leur métier, ils ont des compétences qui sont transposables. Donc, ils vont plutôt aller vers, par exemple, des métiers
qui ont un lien avec la communication et la gestion de l'image publique, ou des métiers qui ont un lien, je ne sais pas, avec le corps, la kinésithérapie, etc. Alors qu'en fait, par exemple, dans la préparation physique, dans la gestion des blessures, il y a des sous-compétences qu'on peut extraire et qu'on peut remobiliser dans d'autres métiers que ceux que je viens d'évoquer juste avant. Du coup, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était trouver quelles compétences étaient vraiment au cœur du métier de sportif pro pour pouvoir extraire ces compétences et les relier à différents métiers, etc. C'était vraiment pour faire un travail qui permettrait aux sportifs d'extraire des compétences réexploitables dans des contextes extra-sportifs pour les aider à travailler leur CV ou leur orientation d'une nouvelle façon, ou en tout cas avec une vision un peu élargie. Donc pour ça, on a interrogé 35 sportifs de haut niveau qui ont dû mentionner auprès de nous des expériences qu'ils considéraient comme particulièrement représentatives de leur activité sportive. Leurs expériences, elles étaient ensuite décomposées en activités et il leur était demandé d'expliciter les différentes tâches de ces activités pour qu'ensuite on puisse extrapoler avec eux des compétences à partir des tâches liées aux activités, liées aux expériences. Et cette étude, donc, elle nous a vraiment permis d'extraire une base, un tableau, une base de données avec des activités, des tâches et des compétences qui sont liées au cœur du métier de sportif de haut niveau, vraiment a priori à ce qui plaît vraiment aux sportifs de haut niveau, aux compétences qu'ils apprécient mettre en œuvre. Et on a réalisé un travail de matching avec d'autres compétences et d'autres métiers dans différents domaines. Bien sûr, cette grosse base de données, elle a été intégrée à Diagoriante et elle a permis de construire un Diagoriante sportif de haut niveau spécifiquement adapté à leurs besoins. Là aussi, on a rédigé un papier, un article qui est soumis et qui est actuellement en review dans la revue dans laquelle on l'a soumis. Et enfin, je vais vous présenter une étude qui, elle, visait vraiment à contribuer d'un point de vue presque plus fondamental, pas complètement, mais voilà, à la compréhension des besoins des publics à fort besoin d'accompagnement. C'est une étude qui est encore en cours. La récolte des données va être lancée là. Mais je vous la présente et si jamais vous souhaitez contribuer à nos études, n'hésitez pas à vous porter volontaire. L'objectif principal de cette étude, Pascal vous a parlé tout à l'heure du CV compétences. Et ben, l'idée, c'est vraiment d'aller vérifier si la création d'un CV compétences, ça peut être un vecteur de valorisation pour accompagner les demandeurs d'emploi dans la prise de conscience de leurs compétences. En gros, en d'autres termes, on se demande si le repérage des compétences, le process qui amène au repérage des compétences, il peut aider à valoriser les personnes qui sont en recherche d'un emploi et notamment, évidemment, les personnes les plus éloignées de l'emploi. Comment on va s'y prendre? On va comparer des cohortes de demandeurs d'emploi dont certains, en gros, auront mobilisé ce process de création d'un CV compétences et dont certains ne l'auront pas fait. Et on va aller comparer l'impact de la création du CV compétences sur différentes variables, je dirais psychologiques, mais en lien avec l'emploi, comme l'espoir quant à l'emploi ou le sentiment d'auto-efficacité dans la recherche d'emploi, ainsi que sur la dimension plus concrète, de réalisation concrète de comportements de recherche d'emploi. Et évidemment, l'article il est en cours de rédaction puisque l'étude n'est pas encore réalisée. Voilà, maintenant je vais passer à quelque chose de tout à fait différent. Là, on n'est plus dans les études, on est vraiment dans les projets de R&D à proprement parler. Donc là, je vais vous présenter rapidement des chantiers de R&D dans lesquels notre objectif, ça a été de contribuer aux données et à la mise en avant des métiers de demain. On a participé, Pascal le disait tout à l'heure, aux travaux d'amélioration du ROM 4.0 en collaboration avec les équipes de Catherine Beauvois à Pôle emploi, qu'on remercie pour tout le travail formidable qu'on fait ensemble et qui font de leur côté. En retraitant le fichier à partir de ce qu'on avait pu extrapoler de la littérature scientifique et aussi des données d'usage de Diagoriante. Donc l'idée, c'était vraiment d'apporter notre petite graine pour faire en sorte que, à la fois dans Diagoriante, le ROM 4.0 puisse créer un chemin vraiment hyper évident pour les utilisateurs, et puis nous aussi qu'on puisse aider le ROM en retraitant différentes compétences, etc., avec ce qu'on peut observer sur le terrain. On a réalisé aussi un travail de sélection de ce qui était à mettre en avant et comment au sein de Diagoriante, en ce qui concerne les métiers et les compétences d'avenir, également en se basant sur la littérature scientifique et sur les données d'usage de Diagoriante, mais aussi en agrégeant l'ensemble des travaux
statistiques scientifiques et non scientifiques qu'on avait pu trouver. Donc, par exemple, les rapports PMQ, rapport France 2030, etc., etc. En dehors de l'amélioration du parcours Diagoriante, ces travaux ils nous ont permis d'exposer un ensemble de données par API pour d'autres services publics, comme par exemple la mission apprentissage, en offrant par exemple un flagging des métiers d'avenir ou encore la mise au point d'une base de données de compétences vivantes et évolutives. Donc ça montre vraiment que l'idée, c'est aussi que la recherche qu'on fait au sein de Diagoriante, elle contribue à un écosystème plus global, à la fois pour Betagouv, mais aussi pour tous les autres services publics qui travaillent sur les mêmes thématiques. Avant de vous laisser, je vais vous présenter notre programme de recherche. C'est un programme qui s'étale à partir de fin 2022 sur 3 ans et qui se décline en 6 axes à l'intersection de 3 grosses disciplines scientifiques, la psychologie, l'économie et l'informatique. Donc, dans l'équipe, on a des chercheurs de chacune de ces spécialités qui vont intervenir sur chacun des axes que je vais vous présenter. Pour le premier axe, le travail de l'équipe, ça va vraiment porter sur l'évaluation des outils et des méthodes d'accompagnement à la recherche d'emploi par la méthode de comparaison de cohortes. Donc là, pour nous, il va s'agir de suivre des groupes de personnes qui sont impliqués dans des dispositifs d'accompagnement différents, variés, par exemple des dispositifs d'accompagnement numérique, des dispositifs physiques humains ou des dispositifs hybrides. C'est un chantier qui est relativement important pour nous d'un point de vue fondamental parce qu'on a peu de connaissances aujourd'hui sur les leviers exacts qui fonctionnent dans l'accompagnement en fonction de la méthodologie qui est utilisée. Donc là, l'enjeu majeur pour l'équipe, la difficulté presque, ça va être d'être au plus proche du terrain et de constituer des cohortes à partir d'une variété de pratiques réellement observables et réellement représentatives de ce qui se passe dans les métiers de l'insertion. Le deuxième axe, lui, il relève de l'évaluation de l'impact psychologique de l'accompagnement des publics prioritaires. Donc là, il va s'agir aussi d'évaluer l'impact des solutions proposées aux usagers tout en faisant évoluer les connaissances sur lesquelles se basent les outils que propose Diagoriante. Donc, par exemple, la majeure partie des outils d'orientation qui se basent sur la définition et l'orientation sur les centres d'intérêt, ils se basent sur des concepts qui sont, en psycho, on va dire, proches de la personnalité. Alors que nous, ce qu'on propose et ce qui a été intégré dans Diagoriante, ça se base sur ce qu'on appelle chez nous la vraisemblable de satisfaction. C'est une théorie qu'on n'a pas encore publiée, on compte bien le faire, qui dit que le meilleur moyen de s'orienter en fonction d'un intérêt, c'est d'avoir comme une sorte de matrice géante où chaque centre d'intérêt est gradué selon sa vraisemblance de satisfaction à tous les métiers existants. Je recommence, en plus simple. Ça veut dire qu'on va avoir tous les métiers qui sont listés et pour chaque métier, on va dire, dans ce métier, tel centre d'intérêt, il a tel pourcentage de chances d'être satisfait ou non. Voilà. Donc, d'un point de vue empirique, aujourd'hui, on constate que cette méthode, elle apporte des résultats qui sont satisfaisants, mais il nous reste encore à identifier les leviers qui sont responsables de cette valeur ajoutée qu'on apporte avec cette méthode pour que les acquis soient vraiment reproductibles. Dans le troisième axe, le travail de l'équipe, ça va être d'évaluer le potentiel des services publics numériques, en l'occurrence de Diagoriante, sur une dimension qui est spécifique, qui est l'autonomisation des agents de l'État qui sont chargés d'accompagner les publics éloignés de l'emploi. Donc là, il s'agit d'un chantier davantage axé sciences économiques où on va tenter de quantifier continuellement le rapport coût-bénéfice pour la collectivité d'investir dans des solutions numériques telles que Diagoriante. Ça permettra notamment à l'équipe de Diagoriante de piloter les prochains développements dans le sens de services qui apportent encore plus de valeur à la société et aux usagers, bien entendu. Pour le quatrième axe, on va s'atteler à analyser l'écart entre le besoin en compétences des personnes éloignées de l'emploi, des publics éloignés de l'emploi, et l'offre de formation réelle. Donc là, il s'agit d'un axe qui est associé à l'initiative Diagoriante Analytics, que vous a présenté Pascal tout à l'heure, et qui va consister à créer de la prospective des métiers à la maille compétences, à partir de l'ensemble des données publiques disponibles, ou en tout cas qu'on aura pu récupérer, ainsi que des données d'usage de Diagoriante. Le cinquième axe, lui, porte sur l'évaluation des variables critiques d'accès à l'emploi des publics éloignés de l'emploi. Pardon.
Donc, il s'agit d'un chantier qui sort totalement du cadre des services publics numériques et qui vise à construire une vision qui soit la plus exhaustive et la plus détaillée possible, des facteurs qui sont aujourd'hui déterminants dans l'accès à l'emploi des différents publics d'individus qui sont concernés. Donc là, c'est un chantier vraiment de recherche appliquée qui a pour but d'actualiser nos connaissances pour réviser en quelque sorte nos certitudes sur ces publics-là et planifier des actions d'accompagnement à l'emploi ou à l'orientation sur le long terme. Enfin, notre dernier axe, l'axe 6, lui, il porte sur l'étude d'une méthode d'unification des systèmes de dénomination des expériences et des compétences au moyen d'une théorie mathématique qu'on appelle la théorie des graphes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de lever les freins qu'on rencontre dans la création de modèles prédictifs de la relation entre métiers et compétences dans le champ des sciences informatiques. Donc, on va utiliser les données que je vous ai présentées tout à l'heure, les mélanger avec l'ensemble des données publiques et privées auxquelles on peut accéder, transformer tout ça à la maille compétences pour identifier des modèles qui permettent d'en extraire le plus de valeur pour orienter les usagers et faciliter la prospective des métiers. La dernière diapo que je vous présente, là, elle présente les différentes personnes qui sont impliquées dans les projets déjà réalisés, qu'évidemment, je remercie 1000 fois pour le travail très qualitatif qui est mené au quotidien sur les thématiques que je vous ai présentées aujourd'hui. On remercie évidemment toutes les personnes qui participent à nos études et à nos travaux de R&D. Et on remercie, bien sûr, même s'ils ne sont pas sur le PowerPoint, tous nos partenaires, tous ceux qui contribuent directement ou indirectement à nos travaux. Donc, je pense notamment à Pôle emploi, mais également à l'INETOP, à la mission apprentissage, à la FNAS, à l'AFPA et aux missions locales. On a hâte de poursuivre ces travaux et on sera bien sûr ravis de partager les externalités et les conclusions qu'on aura pu tirer grâce à ce programme de recherche. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour ces présentations, Lorraine et Pascal, qui étaient très riches. Alors, pour ceux qui suivent, vous retrouverez le live tout de suite après sur la page de l'événement sur laquelle vous êtes connectés. Donc, vous pourrez retourner vers ces informations et les exploiter derrière. Et puis, on veillera aussi à mettre en lien peut-être les supports de présentation. Enfin, on verra ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez bien retrouver donc tout ce qui a été exposé jusqu'à maintenant. Alors, on a pas mal de questions. Vous remercie. Vous pouvez continuer aussi à les poser en commentaire. On a des questions à la fois globales, des questions sur le fonctionnement des services, des questions sur les publics touchés. Et donc, on va pouvoir y répondre là maintenant. La première question est très générique, à savoir à quelles conditions pour vous le numérique peut-il soutenir l'orientation? Je vous la pose. Je veux bien répondre. Je dirais que le chemin le plus court de l'orientation au numérique, c'est de faire une application avec un chatbot conversationnel qui fait tourner un test de personnalité, genre RIASEC Big Five, sans qu'il y ait d'intervention humaine qui vient administrer derrière. Pour nous, en fait, c'est un écueil, en fait. Et sinon, je pense que le numérique est au service de la politique d'orientation, évidemment. Les outils numériques permettent de faciliter de la collecte de données, de transfert d'informations. Vous l'avez vu, de géolocaliser des offres, d'avoir des traces tangibles. Donc, ça me semble être un outil absolument important. Souvent, on dit, en fait, vous voyez, dans les usages numériques liés à l'EFP, on peut dire qu'il y a souvent 3 raisons qui sont mises en avant. C'est le fait qu'il y a une abondance de données disponibles, aussi faut-il qu'elles soient organisées. Il y a ce qu'on appelle la connectivité ubiquitaire, c'est-à-dire une connexion disponible tout le temps et partout. Et puis, il y a la capacité de calcul, en fait, du numérique et puis de calcul de traitement. Et on pourrait même ajouter aujourd'hui tout ce qui est lié aux traces avec tout ce qui est lié à la blockchain. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà, c'était ça. Merci Pascal, si tu as répondu. Ensuite, on a des questions plutôt autour des publics qui utilisent Diagoriant, dont une, alors Lorraine a parlé des parcours d'entrée dans l'emploi, mais qui souhaitait creuser le sujet. Est-ce que vous avez des données donc, sur l'utilisation de Diagoriant au sein des structures d'insertion? Et est-ce que vous avez aussi des données sur l'impact de l'accompagnement de ces parcours d'entrée dans l'emploi? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet?
Je peux dire juste un mot, Lorraine, tu pourras vas-y. compléter, mais je vous conseille vraiment d'aller voir sur Diagorient, tout en bas, il y a un onglet statistiques et il y a 2 cahiers sur l'impact de Diagorient sur les usagers et l'accompagnement. Et dernièrement, on a confié en fait une analyse en fait générale de l'impact de Diagorient. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 usages principaux en fait chez les professionnels. Il y a un usage lié à l'orientation, lié à l'emploi, et puis un usage lié à la mobilisation des publics. Et là-dessus, en fait, ce qu'on a pu enquêter auprès de plus de 1000 professionnels, c'est que, en fait, ce qui est reconnu comme un impact majeur, c'est l'approche inductive par les compétences, outiller les personnes pour développer des postures actorielles. Ça, c'est extrêmement puissant dans la conduite des parcours et l'accompagnement des parcours. Il y a également, pour 67%, j'ai le tableau sous les yeux, là, accompagnement d'une réflexion approfondie sur le projet professionnel, ou des scénarios, on n'est pas forcément dans la dictature du projet, mais accompagner les personnes à s'élargir des horizons. Et puis, la création du CV compétences, comme je vous l'ai dit, où il y a toute une approche investigatrice des expériences pour 60%. Et donc, la campagne, elle est sur l'impact et sur la posture de l'accompagnement, les modalités de l'accompagnement qui permettent d'enrichir en fait un travail de fond. Lorraine, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, il me semble que tu as été assez exhaustif. Ensuite, on a des questions par type de public, enfin, qui peut être concerné et qui peut utiliser Diagorient. Alors, il y avait une question autour de la fonction publique. Est-ce qu'un agent de la fonction publique peut utiliser Diagorient pour se réorienter, penser sa réorientation? Oui, au tout début, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai montré en fait les différentes déclinaisons du service selon les publics. Et il y a un moment donné, il y a une petite case, justement, on a une version pour la DGEFP qui est toujours en test, mais qui marche très très bien et qui est basée en fait sur le répertoire interministériel des métiers de l'État et qui permet, donc toujours avec la même matrice, la même approche, d'aller analyser ses expériences, son poste, sa fonction, et pour voir si on est parfois dans les dépassements de fonction ou bien on est en fait en sous-régime, et de construire comme ça en fait déjà une carte de ses compétences par rapport à son poste sur la base du RIM et sur la base des compétences transversales de RECTA qui sont aussi calibrées par rapport au RIM et puis qui permettent en fait d'être aidés avec les conseillers carrière en préfecture. Donc, il y a une version des GFP, vous pouvez me contacter directement pour que je vous la communique. Merci Pascal. On avait aussi une question sur est-ce que le dispositif peut être utilisé par des jeunes qui auraient des déficiences intellectuelles? Écoutez, c'est une question très très présente chez nous. Et donc, on a un partenariat là aujourd'hui avec différents compétents qui travaillent avec ces publics. Et on a fait des tests avec des jeunes en IME qui ont été très intéressant, et on continue une année nouvelle de formation des équipes. Je vous l'ai dit, on passe par, dans le niveau méso, on passe par l'acculturation à l'approche pour pouvoir après adapter des scénarios pédagogiques. Et sur cette année qui arrive, on refait en fait des phases d'expérimentation pour concevoir un produit qui on ne va pas appeler ça un produit handicap, on va garder le même produit, mais c'est simplement en fait à la maille de l'individu, de l'accompagnement que les choses vont être adaptées. Ok, merci. Ensuite, sur les publics, on a aussi les utilisateurs prescripteurs, à savoir qu'est-ce que vous proposez pour accompagner les enseignants dans la prise en main de l'outil et pour qu'ils puissent l'exploiter en classe derrière. Alors, il y a une circulaire de l'INETOP qui est partie dans toutes les DRAIO et dans tous les CIO et qui prépare une année nouvelle là, sur l'expérimentation de Diagorient scolaire avec des établissements, avec quand même un focus SECPA-ULIS. Et donc, il y a des formations qui sont organisées en ligne. Et là, vous pouvez aller sur la version tout public. Vous tapez Diagorient dans Google, vous arrivez dans la version tout public et vous cliquez dans « Se former » tout en haut du site. Vous allez voir en fait il y a une campagne de formation donc accessible, qui est gratuite et puis qui est en distanciel et qui permet de vous former à l'approche Diagorient en milieu scolaire. Ok. Et une dernière question qui va concerner plus spécifiquement les publics. Quelles actions sont menées particulièrement autour des publics qui rencontrent des gros freins avec le numérique? Quel constat vous avez pu faire autour de ces sujets et est-ce que vous avez des préconisations autour de cette question?
Je dirais que tout repose sur l'accompagnement. On ne peut pas tout attendre du numérique. L'idée, c'est que c'est l'accompagnement qui compte et c'est ce que j'ai présenté dans ma présentation, en fait. Le rôle de l'accompagnateur pour faciliter le chemin, en fait, à construire pour pouvoir s'autoriser à aller vers telle ou telle piste d'orientation. Donc l'accompagnement est central. Merci. Ensuite, on avait des questions sur le fonctionnement. Alors, je ne sais pas, Jérémy, si tu peux remettre la slide 3 de la présentation de Pascal, mais il y avait une question autour de est-ce que tous les métiers étaient concernés? Enfin, est-ce que, voilà, dans votre démarche, vous prenez bien en compte l'intégralité des missions? Et ça répond à une autre question qui vient d'être posée, à savoir est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques ensuite pour mettre en valeur les métiers qui sont en tension, dont Lorraine a parlé dans sa présentation également. Je n'ai pas très bien compris, en fait. Si on met tous les métiers, c'est-à-dire les métiers de l'accompagnement ou... Alors, peut-être que la personne pourra préciser sa question. Non, mais je peux répondre. Disons qu'en fait, si une personne veut valoriser une expérience qui est liée à un contexte professionnel, aujourd'hui, avec le ROM, on a tous les métiers. Il y a plus de 11 000 appellations et il suffit de taper un mot où on a en fait la description de l'activité professionnelle en activité et elle est reliée automatiquement avec le ROM 4.0. Et c'est à la personne en autonomie ou accompagnée de voir en fait ce qui est significatif en termes de compétences à relier, à mettre en avant en lien avec l'activité. Mais aujourd'hui, tous les métiers en fait sont représentés dans Diago Oriente. Et s'agissant des métiers en tension, on a notre propos n'est pas de pousser vers les métiers en tension selon en fait ce qu'on a renseigné dans un profil, mais d'aller en fait par soi-même aller voir en fait ce qui est disponible et puis par filtre de région, domaine métier, etc. en termes de métiers en tension ou de formation en tension. Super, merci. Ensuite, il restait des questions plutôt sur le fonctionnement de fonctionnalités qui ont été présentées, notamment quand on a parlé de géolocalisation des organismes de formation. Il y avait une petite question sur la manière dont se passait cette mise en relation entre les jeunes et les organismes de formation. Alors, si c'est sur les formations en apprentissage, je crois qu'on peut vous répondre directement puisque c'est un service développé au sein de la mission apprentissage où soit le jeune a accès aux coordonnées du centre de formation, soit il dispose d'un petit module qui s'appelle « Prendre rendez-vous » et qui lui permet donc de déposer ses coordonnées, de déposer ses questions pour qu'il puisse être appelé par un organisme de formation ensuite. Et puis, on avait une question sur les liens de Diago Oriente avec d'autres outils, notamment avec Europass. Écoutez, dans le cadre d'un projet, pardon, excusez-moi, dans le cadre d'un projet qui est financé là, qui s'appelle MONA, sur la mobilité des apprentis en Europe, on va fabriquer des liens en fait avec Europass. Ok, on arrive au bout des questions, sauf si certaines m'ont échappé, donc n'hésitez pas à vous manifester dans ce cas-là dans les commentaires, puisqu'on est connecté sur plein d'outils en même temps et ça dysfonctionne parfois, par moment. On espère que ce live vous a plu. Comme on vous le rappelait tout à l'heure, vous aurez à disposition tout ce qui vous a été présenté. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des questions complémentaires et que vous ne trouveriez pas votre réponse dans les présentations. On vous remercie et puis on vous dit à très vite dans ce cas-là pour un nouveau live. Mais peut-être que je laisse un petit mot de la fin à Pascal et à Lorraine. Merci beaucoup, Juliane, pour cette présentation et on est toujours ravis de travailler avec la mission apprentissage. Voilà pour mon mot de conclusion. Pareil, hein. Merci à tous. Super. Très bonne journée à tous et à bientôt alors. Également. Merci. À bientôt. Au revoir.